Catherine Albax, on a entendu parler de circuit court là à l'instant. Qu'en pense ERDF? Qu'est-ce qui va se passer si d'un seul coup, monsieur et madame Michu passent par un circuit court, pratiquent l'autoconsommation, voire un petit système de stockage localement? Ça évitera d'engorger vos réseaux. Alors le circuit court, de toute manière, les électrons, ils le prennent. Hein. Donc ça, c'est les lois de la physique, il n'y a pas de débat, ils prennent le plus court, donc au circuit court, on y est du point de vue des électrons. Pour les problématiques d'autoconsommation, nous, le débat, on pense qu'il faut absolument l'ouvrir aujourd'hui, mais je vais être un peu désagréable, je vais faire prendre mon rôle de méchante quand même. Ça pose une vraie réflexion, et malheureusement, la commission de régulation n'est pas là. Ça pose une vraie question de régulation. Et si on veut développer l'autoconsommation, il faut qu'on se mette tous autour d'une table, parce qu'il y a une question tarifaire. Parce que l'autoconsommation d'un photovoltaïque, c'est très très bien en janvier à 19h. Donc, il y va y avoir des questions entre l'îlotage et le non-îlotage, mais quelqu'un qui autoconsomme et qui reste raccordé au réseau, pour nous, ça veut dire qu'on continuera, parce que nos obligations de service public sont comme ça, à avoir une entrée réseau qui sera calculée sur sa consommation maximale, qui sera celle de janvier à 19h, où il y a peu de chances qu'il y ait du soleil. Donc, donc pour nous, le coût réseau est le même. Donc, il faut qu'on travaille ensemble sur les problématiques de coût réseau et il faut qu'on travaille ensemble donc, sur la régulation qui viendra. Ça, c'est pour l'autoconsommation. Mais par contre, nous, on a un vécu de circuit court sur lequel je voudrais vous alerter. Nous, on suit de très très près la précarité énergétique et on suit de très très près la montée du chauffage d'appoint. Pourquoi? Parce que dans les grands indicateurs de précarité, il y a le chauffage d'appoint, c'est-à-dire ce que nous on appelle dans le jargon de RDF les grippins qu'on achète à 19,90 € chez Casto. Et ça, c'est un vrai sujet. Et on le découvre un peu partout en France, et particulièrement dans des territoires ruraux. Et les gens qui, aujourd'hui, sont en grande précarité et qui se retrouvent souvent confrontés à la problématique de mettre en place des chauffages d'appoint quand ils font très très froid, c'est souvent des personnes âgées dans le monde rural, et c'est souvent des personnes âgées qui, jusqu'ici, étaient chauffées au bois. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'agriculteur avec qui elles avaient un arrangement pour fournir le bois en contrepartie d'une location tacite d'un terrain prend sa retraite et ces filières-là disparaissent. Il y a eu un vrai travail et nous c'est pas notre rôle, mais on est prêt à travailler là-dessus avec tout le monde. Il y a un vrai travail pour maintenir des filières qu'on ne palpe pas obligatoirement. C'est des petites choses, mais c'est du vrai circuit court et que nous, dont on détecte la disparition parce que les gens ont recours à du chauffage d'appoint. Et ça, c'est un vrai travail qu'on doit faire ensemble parce que le chauffage d'appoint, c'est bon pour personne, c'est pas bon pour le réseau, c'est pas bon pour la pointe électrique et c'est pas bon du tout pour la facture de la dame en question qui est souvent une personne seule et âgée. Et ça, c'est des petites choses, mais sur lesquelles on doit travailler. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut qu'on se concerte plus, qu'on planifie plus et qu'on planifie au bon échelon. Merci, je suis content de voir que ERDF, filiale à 100% d'EDF, est en train de condamner le chauffage électrique d'appoint. Oui, j'ai entendu, d'appoint. Mais je voudrais revenir... Oui, vous reprenez un micro. Là, il faut quand même que je réponde. Alors, je ne répondrai pas avec ma casquette de filiale à 100% d'EDF, je répondrai avec ma casquette de RDF, parce que mon collègue d'EDF est là et qui répondra beaucoup mieux pour EDF que je ne saurais le faire. RTE. Je vais vous taquiner un petit peu, mais je vais vous donner par contre une avant-première de mon scoop du 13. Nous avons fait un très gros travail sur la précarité énergétique, qui sera présenté aussi le 13 avec Madame Bateau. Et ce travail sur la précarité énergétique, il montre, et ça a été fait en toute transparence et sur un très gros échelon, donc statistiquement absolument inattaquable, ça a été piloté par l'ENSAE, donc les grands spécialistes de statistiques, et nous démontrons que la précarité énergétique n'est pas liée au chauffage électrique. La précarité, c'est d'abord un problème de précarité, et que si on s'intéresse au mode de chauffage, le premier mode de chauffage qui arrive dans ces cas-là, c'est la bouteille de gaz, donc là c'est normal, c'est là on est déjà dans le très grand, mais c'est le fuel. Et le chauffage électrique vient beaucoup plus tard. Donc, je ne condamnerai pas le chauffage électrique, je vous dis juste qu'aujourd'hui, si on s'intéresse
spécifiquement à la précarité, c'est d'abord un problème de précarité avant d'être un problème de mode de chauffage. Mais juste une toute petite chose aussi, vous avez parlé du photovoltaïque à 19 h, mais le photovoltaïque, à midi, temps solaire vrai, quand on se trouve dans la partie ensoleillée de la France, j'ai compris que c'était pas chez Catherine Quignon, hein, j'ai compris. Donc il y a quand même une adéquation parfaite entre ce pic du photovoltaïque. Je vais pas sortir là tout de suite et faire mon petit show avec Ecodomix, la RTE Ecodomix sur les portables, mais on pourrait le faire. On constate quand même que même quelquefois en hiver, même quelquefois au mois de février, on a une adéquation parfaite entre la contribution de ces 3,6 gigawatts de photovoltaïque, par exemple, à la pointe de consommation de milieu de journée. Et au comble de chance, à 19 h le soir au mois de février, il est relativement fréquent d'avoir aussi une bonne contribution de l'éolien. Rééquilibrage permanent des masses d'air entre les masses océaniques et continentales. L'éolien a la bonne idée de souffler plus le soir et a la bonne idée de souffler plus en hiver. Alors moi, je vais vous répondre qu'on a eu... Alors, je vais vous répondre sur le photovoltaïque parce que nous avons un souci. Je ne sais pas s'il y a des Cantalous dans la salle, mais je vais prendre l'exemple du Cantal. Dans le Cantal, on a aujourd'hui, en puissance installée, 2,5 fois la puissance installée en photovoltaïque des besoins maximum du Cantal en janvier à 19 h. Parce que la pointe du Cantal est en janvier à 19 h, elle n'est pas en janvier à midi. Et donc, à midi, en août, on a très très peu de consommation dans le Cantal. Donc, j'ai effectivement une très forte production de photovoltaïque dans le Cantal à midi en août, avec zéro consommation. Donc, je renvoie avec grand plaisir cette consommation sur les réseaux de RTE qui se chargent de la dispatcher à un endroit où il y a une consommation. Donc, ça n'est pas du tout de la consommation locale. Sauf à développer massivement la climatisation dans le Cantal. Ou la méthanation. Ce qui est un concept. Corinne Lepage vous propose la méthanation. Vous passez par l'hydrolyse et puis ensuite vous créez du méthane, vous stockez, vous injectez. Je ne connais pas bien le sujet de la méthanation, donc je ne m'avancerai pas sur le rendement de la méthanation. Je pense qu'il y aura un débat qui mettra sur l'autre la journée. Donc ça, c'est pour vous dire. Alors, par contre, on a eu un contre-exemple total qui a été la vague de froid tardive de l'année dernière. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a une vague de froid tardive, donc février, il fait très très froid. Eh bien, on est en anticyclone, pas de vent. Et il est 19 h, pas de soleil. Oui, mais à 19 h, plus rien. Et je peux vous dire que ça, c'est le sujet sur lequel on doit travailler tous ensemble, parce que cette vague de froid a montré que, dans ce cas-là, la contribution des énergies renouvelables était faible, mais pas parce qu'il n'y avait pas de puissance installée, c'est parce qu'on était sans énergie primaire. Et c'est un vrai sujet pour les territoires, puisque, vous l'avez dit vous-même, l'énergie s'installe là où elle existe, et vous avez raison. Donc on met plutôt du photovoltaïque là où il y a du soleil, et comme Madame Le Tyran, plutôt des éoliennes, puisque M. Bucchi nous parlait plutôt de photovoltaïque et Mme Le Tyran plutôt d'éoliennes, et c'est normal, c'est les énergies primaires qui priment, mais il faut quand même qu'on soit tous d'accord que nous devons, comme je vous le disais tout à l'heure, équilibrer l'offre et la demande, et que ça mérite qu'on travaille sur le stockage, qu'on travaille sur la méthanisation, parce que ça, on sait que ça produit tout le temps. Il y a beaucoup de choses à faire, et qu'on doit travailler ensemble, tous ensemble, sur cette gestion de l'intermittence. Pas de vent, pas de soleil, parce que l'anticyclone est là, mais malgré tout, encore de l'eau dans les rivières, encore du biogaz à injecter. On a le droit d'injecter du biogaz dans le réseau de gaz naturel, de produire de l'électricité avec. Je crois que l'expérience a montré que cet anticyclone était sur toute la France, que les barrages d'Europe du Nord ont alimenté principalement la Hollande et le Danemark, parce que les éoliennes danoises et hollandaises ne tournaient pas, parce qu'ils avaient le même problème que nous, et qu'on a eu recours à beaucoup de productions de pointe qui étaient fortement émettrices de CO2. Et globalement en Europe.